Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un point étape pour le projet de sciences participatives derrière le blob La Recherche, qui est un projet qui est coordonné par le CNRS. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que sont les sciences participatives? Ce sont des formes de production de connaissances scientifiques auxquelles des acteurs non scientifiques participent de façon active et volontaire, bien entendu. Alors, les sciences participatives, ce n'est pas du tout récent. J'ai trouvé en fait la plus longue expérience de sciences participatives qui a lieu aux États-Unis actuellement. Elle a débuté en 1900. Elle s'appelle Christmas Bird Count. C'est des gens qui comptent et qui identifient les oiseaux dans leur voisinage. Et ça fait donc plus de 100 ans que ça dure et ça a donné lieu à 350 publications scientifiques. Donc nous, on arrive avec Derrière le blob dans un moment en fait où vraiment les sciences participatives ont le vent en poupe, mais en réalité, c'est quelque chose de très ancien. Donc le but de notre projet de sciences participatives, c'est d'observer les effets du réchauffement climatique sur le blob. Donc, au cours de cette conférence, je vais vous présenter un tout petit peu le contexte, le réchauffement climatique. Un tout petit peu, bien sûr, on va parler du blob, mais on va parler énormément du projet. Donc, les missions de ce projet de sciences participatives, la première mission, c'était de sensibiliser le grand public au réchauffement climatique. Ensuite, d'améliorer la compréhension de la recherche, comment on fait de la recherche, développer l'esprit critique, expliquer la méthode scientifique et produire, bien entendu, de la connaissance, qui est le premier but de la recherche. Donc, parlons de réchauffement climatique. Depuis 80 ans, on a une augmentation moyenne, je parlerai de moyenne ici, de la température de 1,2 degré. Ça peut paraître infime, mais ça a d'énormes conséquences. Les prédictions dans les prochaines 80 années sont, pour les plus optimistes, plus 2 degrés, pour les plus pessimistes des scientifiques, plus 8 degrés. Alors, juste pour vous donner une ordre d'idée, plus 2 degrés, c'est 5% des espèces qui seront en voie d'extinction, ce qui représente 400 000 espèces vivantes. Si on a plus 4 degrés, qui n'est pas le scénario le plus pessimiste, c'est plus 16% d'espèces en voie d'extinction et c'est plus d'1,3 million espèces qui risquent de disparaître. Alors, si ce sujet vous intéresse, je tiens à vous dire que Le Monde, ce week-end, a un article, en fait, un dossier qui est consacré au réchauffement climatique, dont on parle bien sûr de la France, et vous avez vu, ce mois d'octobre, plus 8 degrés sur la moyenne, sur ce mois-ci. Et il vous montre en fait les efforts qu'il faudra faire en fait pour réduire en fait ce réchauffement climatique. Et ce qui est assez intéressant sur ce graphique, c'est que vous voyez que nous on est sur la courbe qui est rouge, donc on augmente en fait sans arrêt. Et il faudrait aller sur la courbe bleue pour arriver à un réchauffement de 1,5 degré. Et la courbe orange que vous voyez juste dessous, la rouge, c'est les régulations européennes. Donc vous voyez qu'on est loin du compte, on est loin de faire suffisamment en fait pour limiter ce problème de réchauffement climatique. Ensuite, ce qui est assez intéressant à regarder, c'est les productions de CO2, puisque c'est lié au réchauffement climatique. Ce que vous pouvez voir, c'est ce petite diminution qu'il y a eu en 2020, c'était l'effet Covid. On est resté chez nous, la Terre un tout petit peu moins réchauffée. Mais on est ressorti de chez nous et hop, on est reparti sur une augmentation. Donc il va falloir vraiment se pencher sur ce problème parce qu'il aura des conséquences. La plupart du temps, quand on parle de réchauffement climatique et d'extinction, on se focalise toujours sur des animaux. Et surtout des animaux qui vivent dans des climats extrêmes ou des animaux qui vont vivre dans des pays tropicaux. Les insectes, beaucoup on en parle, mais on ne parle jamais des micro-organismes. Donc ici, c'est un blob. C'est un micro-organisme qui est assez gros quand même. Et il y a une revue récente qui dit qu'en réalité, les microbes aussi, bien sûr, vont être affectés par le réchauffement climatique. Alors juste pour vous donner un ordre d'idée, si vous mettez tous les organismes qu'on appelle des microbes, qui sont composés d'une seule cellule dans une balance, vous les prenez tous, c'est 32 fois plus lourd que tous les animaux, humains y compris bien sûr, parce que nous sommes des animaux. Et donc à elle seule, en réalité, la bactérie, la toute petite bactérie là au milieu, elle est responsable des 30 fois la biomasse. Donc il y a 30 fois plus de bactéries en poids que d'animaux. Donc c'est quand même, ces organismes-là sont fondamentaux. Et donc nous, on a choisi dans ce projet de travailler sur un organisme un petit peu mystérieux. Souvent, les gens n'ont pas trop entendu parler, qu'on surnomme le blob. Donc le blob, c'est un organisme qui rampe un petit peu dans vos forêts. Et
pendant très très longtemps, les scientifiques ne savaient pas ce que c'était. Alors au début, ils ont dit oh, c'est une plante. Après, il y en a un qui a dit non, 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 c'est un champignon. Puis il y en a un autre qui dit pas du tout, regardez comme ça bouge, c'est un animal. Donc en fait, c'est ni une plante, ni un animal, ni un champignon. En réalité, le blob, il fait partie d'un règne qu'on appelle les amibozoaires. Alors souvent, on ne vous en parle pas de celui-là à l'école, je ne sais pas pourquoi. Mais en réalité, on ne vous parle pas de plein de règnes du vivant, les straménopiles, vous avez jamais entendu parler de tout ça, hein. Alvéolés, rhizaires, tout ça, c'est des noms complètement... Et pourtant, vous avez vu, hein, c'est la moitié de l'arbre de la vie. Donc nous, les animaux, on est ici, représentés par ce petit suricate. Et si vous remontez en fait la ligne blanche, c'est comme si vous remontez dans le temps. Et vous voyez que nos premiers cousins, ce sont les champignons, qu'on appelle aussi les mycètes. Et puis si vous remontez encore un petit peu, pof, vous voyez qu'on a un lien avec les amibozoaires. Donc les blobs, c'est des lointains cousins, mais vous êtes quand même plus proche phylogénétiquement d'une truffe que d'un blob. Ça, il faut l'avoir en tête quand même. Donc c'est quand même des cousins très éloignés. Alors, qu'est-ce que c'est que les amibozoaires? Alors, les amibozoaires, il y en a un peut-être que vous connaissez qui s'appelle l'amibe. L'amibe, ça vous dit peut-être quelque chose. Ce sont des organismes qui n'ont qu'une seule cellule et qui se déplacent en se déformant complètement, en formant comme des pseudopieds. D'ailleurs, ça s'appelle des pseudopodes. Et habituellement, les amibozoaires, c'est tout petit, on ne les voit pas à l'œil nu, il faut un microscope pour les voir. Mais au sein des amibozoaires, il y a une classe qu'on appelle les myxomycètes. Et ce sont des amibozoaires aussi, mais alors eux, on les voit à l'œil nu. Et c'est là qu'on va retrouver le blob, dans cette classe des myxomycètes. Les myxomycètes, c'est 1000 espèces différentes identifiées, 10 000 espèces estimées par les scientifiques, et vous pouvez voir que vous avez une grande diversité de formes et de couleurs. Il y en a certains qui ressemblent à des fraises tagada, d'autres à des petits œufs, d'autres à des spaghettis. On a vraiment toutes les formes possibles. Alors, qu'est-ce que c'est la vie d'un myxomycète? Comment ça commence? Ça commence par une petite spore, qui est toute petite, hein, à peine 5-10 microns. Et quand vous la mettez dans l'eau, elle germe. Et elle donne naissance à une petite cellule qu'on appelle une mixamibe. Cette petite mixamibe, elle va partir à la recherche d'une mixamibe du sexe opposé. Ce qui est pratique chez le blob, c'est qu'il y a 720 types sexuels différents. Il faudrait qu'elle ait vraiment pas de bol, hein, quand même, pour ne pas trouver une chaussure à son pied. Elle fusionne et elle forme ce qu'on appelle un œuf, un zygote. C'est un petit œuf comme ça, donc c'est un bébé blob. Et ce petit blob, il va se nourrir de bactéries. Vous allez voir, ce sont des tout petits bâtonnets noirs que vous voyez ici. Il va se nourrir et puis il va grandir. Et puis il va grandir, grandir. Et puis au bout d'un moment, vous n'aurez plus besoin d'un microscope pour le voir. Vous pourrez le voir à l'œil nu se déplacer comme ça sur les branches de l'arbre. Et puis il va continuer à grandir, jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité. Et à maturité, il va produire ce qu'on appelle des fructifications. Vous voyez ici, ces petites boules-là, qui vont brunir tout d'un coup, c'est assez rapide. Et ces petites boules que vous voyez là, elles renferment des millions de spores. Donc chaque blob va donner des millions de spores. Et le cycle recommence. Donc le blob, si on le compare à nous, donc lui, il a une seule cellule. Et nous, on en a 100 000 milliards. Alors, c'est difficile à se représenter, 100 000 milliards, mais vous êtes fait de 100 000 milliards de cellules. Mais au départ, quand vous étiez tout bébé dans le ventre de votre maman, vous étiez une seule cellule, un zygote, aussi un œuf. Et cet œuf, en fait, il s'est divisé par un processus qu'on appelle la mitose, et puis c'est divisé, puis c'est divisé, puis c'est divisé, et puis vous avez eu 100 000 milliards de cellules. Et bien le blob, c'est un tout petit peu pareil, mais il finit pas. Alors lui aussi, il a commencé avec une cellule, et lui, c'est que le noyau qui se divise. Le noyau, c'est ce qui renferme l'ADN, le mode d'emploi de la cellule. Et donc en fait, le noyau, lui, il se divise, mais il reste dans la même cellule. Donc on a un organisme unicellulaire qui grandit, Et donc, si on regarde avec un microscope, vous voyez les petites boules blanches, là, ce sont les noyaux. Et donc, c'est une cellule qui a plein de noyaux. Et donc, elle peut atteindre des tailles records. Et d'ailleurs, il y a 2 records qui sont détenus par le blob. La plus grande cellule, ici, en 1989, une cellule de presque 10 mètres carrés. Et récemment, c'est nous qui l'avons battue avec le projet Élève ton blob et le CNRS et le lycée de Châteauroux, la plus longue cellule au monde, 53 mètres et 0,9 cm. On a fait un blob de 53 mètres de long. Et on n'a pas atteint la limite, je veux dire, on s'arrêtait là parce qu'on n'avait plus de blob à la fin. Mais on pourrait peut-être continuer à battre ce record chaque année. Donc c'est une cellule, toute seule, donc c'est une seule cellule, mais elle a une particularité, cette cellule, elle se déplace. Alors c'est assez bizarre le déplacement chez les blobs, donc je vous rassure tout de suite, il ne partira pas ramper après vous en forêt. Ça avance à quelques millimètres, des fois des centimètres à l'heure, mais réellement on est plus sur l'ordre du millimètre à l'heure, là c'est forcément très accéléré.
Alors, comment il avance le blob, puisqu'il n'a pas de membre locomoteur? Eh bien, finalement, il avance grâce à ce réseau veineux que vous voyez ici. Alors, si on fait un zoom, vous voyez en fait que ces veines que le blob a à l'intérieur de sa cellule, elles se contractent, elles bougent, elles sont mobiles. Donc, vous voyez un petit peu ici, se contractent. Si on va faire un zoom encore plus, vous allez voir qu'à l'intérieur de ces veines coule un liquide qu'on appelle un cytoplasme. Ça a la même fonction que le sang. Ça transmet la nourriture, donc les nutriments, l'oxygène et tout dans cette très très grande cellule. Alors comment ce liquide se déplace? Grâce à des contractions musculaires. En réalité, si on fait un zoom, on voit les veines, elles se contractent vraiment. Et ces contractions, elles sont permises par des protéines contractiles qu'on appelle actine et myosine. Alors peut-être vous avez déjà entendu parler, parce que c'est les mêmes protéines que vous avez dans les muscles de vos cuisses. Donc si on compare une cellule musculaire et le blob, il est aussi musclé qu'une de vos cellules musculaires. Donc en fait, c'est vraiment une cellule très musclée, le blob. Et donc, c'est un organisme idéal pour le projet de sciences participatives qu'on voulait monter avec le CNRS, et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est son importance. Si vous allez en forêt, vous allez à la forêt de Buzet par exemple, vous prenez une cuillère à café de sol, vous avez plus de 100 000 cellules de myxomycètes. 100 000 dans une cuillère à café. Donc vous voyez que cet organisme est partout, et souvent sous le stade d'amibes. Ici, c'est des amibes que j'ai filmées cette semaine dans mon laboratoire. Si vous allez en forêt, vous allez trouver facilement des fois des myxomycètes, mais des fois ils sont invisibles, des fois vous pouvez les voir, ici il y en a un jaune. Et ces organismes se nourrissent de bactéries quand ils sont tout petits, mais quand ils deviennent beaucoup plus gros, ils s'attaquent à des champignons. Les bactéries et les champignons, c'est de la matière organique. Une fois que le blob a digéré cette matière organique, il va excréter des minéraux dans le sol, donc du calcium, du potassium, etc. Et ces minéraux, ils vont être capturés par les plantes qui s'en nourrissent. Donc, si vous enlevez les myxomycètes d'une forêt, vous n'aurez plus trop de plantes parce que indirectement, le blob nourrit les plantes. Donc, c'est un organisme fondamental pour les écosystèmes. Ensuite, pourquoi il est pratique? Il est hyper facile à élever. Vous pouvez l'avoir à la maison, ça mange des flocons d'avoine aussi, en plus des champignons et des bactéries. Et donc, vous voyez, là, c'est une vidéo qui dure 24 heures et vous voyez que le blob, il a doublé de taille en 24 heures. Et il adore la marque Quaker particulièrement. On pourra en reparler si vous voulez. Il a aussi une croissance exponentielle. Vu qu'il double de taille tous les jours, ça grandit, et si vous ne lui donnez pas à manger, ça va chercher à manger par soi-même. Et ça s'échappe beaucoup au laboratoire si vous oubliez de le nourrir. Donc c'est pratique pour notre projet parce qu'à partir d'un tout petit blob, on peut avoir beaucoup de blobs. Donc ça, c'était pratique. Ensuite, chez le blob, 1 égale beaucoup. Vous prenez un blob qui est un unicellulaire, vous le coupez en morceaux et ça fait des cellules autonomes. Et pourquoi? Parce que ça a plein de noyaux, rappelez-vous. Donc il a plein de modes d'emploi pour la cellule. Donc il peut fonctionner même quand il est tout petit. Donc avec un blob, vous pouvez en faire plein, ce qui était aussi très pratique pour notre projet. Ensuite, c'est facile à envoyer, parce qu'il fallait quand même envoyer des blobs à tout le monde. Le blob, quand vous le mettez dans des conditions qu'il n'aime pas, c'est-à-dire quand le milieu commence à s'assécher, qu'il n'y a plus du tout de nourriture, il va s'endormir, il va rentrer en dormance. C'est ce qu'on appelle une sclérote, c'est ce qu'on vous a peut-être distribué au Café du Quai. Et vous allez voir, ça fait une petite structure, on dirait qu'il est mort, mais il n'est pas du tout mort, il dort. Et donc, ces sclérotes, comme ça, on peut les envoyer dans des enveloppes et vous pouvez les garder 1 an à 2 ans chez vous à température ambiante. Vous pouvez prendre le temps pour réveiller votre blob. Le blob, il est aussi facile à réveiller parce qu'une fois que vous avez votre blob, pour le réveiller, c'est tout simple. Vous le mettez sur un substrat humide, vous versez une petite goutte d'eau dessus et très rapidement, dans la journée, vous allez voir qu'il va commencer à explorer son environnement. Comme les gremlins, un peu, quand on met de l'eau dessus, ça se multiplie. Donc vous avez un organisme comme ça. En plus, alors il a quelque chose qui est assez fascinant sur lequel on travaille actuellement au laboratoire. Le blob, quand il dort, il rajeunit aussi. Parce que quand vous le réveillez, il est plus jeune que quand vous l'avez endormi. Donc c'est assez pratique aussi. Alors, maintenant, parlons du projet. Et je vais vous détailler ce projet en vous détaillant toutes les étapes qui a mené jusqu'à où on en est aujourd'hui, le projet n'étant pas terminé. Alors, la première chose qu'il faut faire quand on fait un projet de sciences participatives, il faut constituer une équipe de gens motivés, parce que ça demande beaucoup de travail, un projet comme ça. Donc, je vous présente notre équipe. La voici. Alors, en haut, en jaune, c'est l'équipe labo. Donc, à mes côtés, il y a Céline et Émilie qui ont travaillé avec nous, et Manon. Vous avez ici Sébastien Moch, qui est un mathématicien d'Arizona State University, qui est aussi un ami à moi, qui va nous aider pour l'analyse des données.
Vous avez Catherine, qui est aussi dans cette salle, avec son équipe, Valéria, Camille et Simon, qui sont l'équipe en fait de la communication, le service de communication de la délégation Occitanie-Ouest. Et Catherine a été remplacée récemment par Séverine, qui est aussi à ses côtés. Donc vous avez l'équipe en rouge, c'est Force Rouge, donc c'est l'équipe informatique de la délégation Occitanie-Ouest qui nous a aidés pour le recueil des données. Ensuite, vous avez Force Verte, c'est les réseaux sociaux à Paris, dirigés par Nathalie Lambert, avec Chloé et Alexandre, et l'équipe de CONSE en blanc, qui est l'Institut national de sciences biologiques, aussi le service de com au CNRS, avec Louise, Aurélie et Mathilde. Donc ça, c'est toute l'équipe qui a travaillé sur ce projet. Vous les avez tous sur cette diapo. Donc, ça, c'était la première étape. Une fois qu'on avait notre équipe, deuxième étape, il faut financer un projet. Ah bah oui, parce qu'il faut un petit peu d'argent pour monter un tel projet. Alors, ce projet, il a été financé par l'Institut national des sciences biologiques, le service communication, la délégation Occitanie-Ouest, aussi le service communication de la direction du CNRS et un tout petit peu de mon budget de recherche. Alors, qu'est-ce que ça a financé? En fait, ça a financé tout l'envoi des blobs, ce financement, parce qu'on a envoyé beaucoup de blobs, donc il fallait payer pour l'envoi, mais surtout payer les gens qui ont été entièrement dédiés à ce projet, c'est-à-dire Camille et Alexandre, qui étaient deux stagiaires en médiation, en Master 2, Émilie, Céline et Manon, qui travaillaient pour fabriquer les blobs au laboratoire. Donc, une fois qu'on a trouvé notre budget, on cherche des partenaires parce qu'il faut relayer et donc il faut des gens qui partagent la même philosophie que nous. Donc, voici les partenaires qu'on avait sur ce projet. Le DOM à Caen, le Quai des Savoirs qui nous reçoit aujourd'hui, le Muséum d'Histoire naturelle de Lille, Sparco en Belgique et la Faculté de santé à Paris, UPEC. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec nos partenaires? Avec le Quai des Savoirs et la délégation Occitanie-Ouest, donc l'équipe de Catherine, il y a d'abord eu la première expo qui présentait la démarche scientifique. Donc ça, c'était au tout début d'année, juste pour introduire un petit peu qu'est-ce que c'est de faire de la science participative, qu'est-ce que c'est de faire la recherche. Ensuite, ici même, donc là c'est un peu Inception parce qu'on me voit en train de donner une conf qui me donne une conf. Ça, c'était la conférence de lancement du projet en février. Donc ça nous a permis de vous expliquer un peu ce qui vous attendait pour ce projet. Alors, dans les autres partenariats, ce qu'on a fait. Alors, Sparco, eux, ils ont distribué du matériel à 200 familles belges pour faire les expériences, soit sur place, soit chez eux. Lille, ils ont monté une super expo pour présenter le blob au grand public et ils ont distribué les blobs. Et le DOM de Caen a travaillé énormément avec les scolaires sur ce projet. Bon, voilà, on a nos partenaires, on a notre argent, on a notre équipe. Il nous faut des volontaires maintenant. Parce que on ne monte pas un projet comme ça sans volontaires. Donc, comment on a fait? On a utilisé les médias, les réseaux sociaux pour faire appel aux volontaires. Alors, ça a plutôt bien marché, puisque notre première manifestation à intérêt, qui était juste une question, est-ce que vous seriez OK pour faire de la science citoyenne sur le blob? On a reçu 47 814 personnes motivées. Donc ça, c'était beaucoup trop, parce que nous, on n'était pas partis sur autant de gens au départ. Donc voilà, 47 000, c'est beaucoup. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'à ces 47 000 personnes, on leur a envoyé un questionnaire très détaillé qui leur expliquait bien l'expérience. Donc de 47 000, on est passé à 27 000 personnes. Alors 27 000 questionnaires avec 20 questions à lire, ce que j'ai fait pendant les vacances de Noël, c'est beaucoup. Ça m'a occupé énormément de temps. Et à la fin, voilà, j'avais 27 000 questionnaires, mais je ne pouvais pas prendre 27 000 personnes. Ce n'était pas possible. Et je ne savais pas comment faire parce que ces 27 000 personnes, elles étaient toutes très motivées. Alors, je me suis dit, je vais demander de l'aide. Et j'ai demandé de l'aide au Blob. J'ai dit au Blob, choisis-moi un groupe. Donc, j'ai attribué à tous les volontaires un nombre aléatoire. Et j'ai dit au Blob, choisis un nombre. Et donc, c'est le Blob qui a sélectionné les volontaires. Voilà, donc si vous n'avez pas été sélectionné, c'est la faute du Blob. Voilà. Sur ces 15 000 personnes, on leur a envoyé un email en disant « Vous avez été sélectionnés » et 14 000 nous ont dit « Yes, on veut le faire ». Oui, on va le faire. Donc, on est parti avec 14 000 volontaires. Nos volontaires, voici la pyramide des âges. Alors, on avait vraiment de tout âge. Vous pouvez voir, la doyenne avait 91 ans. Donc ici, c'est une photo de Arthur avec son arrière-grand-père, qui est un ancien chercheur en biologie cellulaire. Et ce n'est pas l'arrière-grand-père qui explique, c'est Arthur qui explique comment on fait l'expérience. Nous avions des lycéens, des jeunes. Donc vous voyez, on avait vraiment un grand panel de participants. Alors, on avait des écoles,
des EHPAD, des associations, des familles, des gens qui faisaient ça personnellement. On avait des IME, des gens qui faisaient l'instruction en famille. On avait même 3 établissements pénitentiaires. Donc on avait vraiment un grand panel de personnes. Donc, une fois qu'on a nos volontaires, il faut qu'on leur donne des blobs. Donc, il faut préparer les blobs au laboratoire. Donc là, ça c'est compliqué parce que nous avons appelé 14 000 personnes. Ça fait beaucoup de blobs à préparer, ça fait beaucoup de blobs à nourrir au laboratoire, ça fait de sacrés week-ends. Parce que le blob mange le week-end, je vous rappelle. Donc ça a été assuré principalement par Céline et Émilie, avec l'aide de Camille et Manon, parce qu'on était vraiment dans le rush à la fin. Donc toutes les petites mains étaient bonnes à prendre, parce qu'on découpait même le soir devant la télé des blobs pour être dans les temps. Chacun prenait sa petite pochette de blobs à la maison. Et vraiment un merci très spécial à Émilie, parce qu'Émilie, elle est restée 8 mois, et pendant 8 mois, elle a fait des blobs. Donc je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est quand même un travail extrêmement répétitif. Et un grand merci aussi à l'école Épicène, qui est une école d'ingénieurs à Paris, qui nous a envoyé des blobs. Ils se sont proposés bénévolement de nous aider dans la préparation des blobs, et ils nous ont envoyé quand même un certain nombre de blobs qui sont partis chez des volontaires. Et donc on a préparé 15 000 kits, parce qu'on a toujours des kits de secours, et donc ça représentait 60 000 blobs à faire sécher, puisqu'il y avait 4 blobs par kit. Et ensuite, il fallait les mettre dans des enveloppes. C'est rigolo, mais 14 000 enveloppes, ça fait un sacré nombre. Donc, on a demandé l'aide, là aussi, de la délégation qui est venue nous aider à cacheter toutes ces 14 000 enveloppes le matin au laboratoire. Et là, c'est Émilie, très contente de voir partir les blobs. Parce qu'elle n'en pouvait plus, je crois, de voir des blobs. Et donc, elle était très contente de les voir partir et assez stressée aussi que tout arrive à bon port. Et elle avait raison d'être stressée parce que 465 kits ont été détruits par la machine à composter, quand même, et 1000 ont été perdus par la poste. Alors, je ne félicite pas la poste de Marseille et de Toulouse en particulier, parce que c'était les pires. Voilà, on a perdu, et donc il a fallu refabriquer tous ces kits en urgence et tout. Donc, ça a été un petit peu de stress pour toute l'équipe. Camille pourra en témoigner, il a fallu renvoyer les kits en urgence, etc. Bon, une fois qu'on avait préparé nos blobs, on vous a demandé, vous, volontaires, de préparer du matériel. Parce que pour faire les expériences, il faut du matériel. Et donc, on vous avait préparé une petite liste qu'on a envoyée bien avant. On vous avait donné différentes options, on avait indiqué un budget prévisionnel, on avait listé les fournisseurs, et on avait aussi écrit une FAQ au cas où il y avait des questions, et on l'avait enrichi avec vos nouvelles questions. Alors là, on a rencontré des petits problèmes. Très vite, en fait, il y a eu des ruptures de stock d'ampoules. Alors, le problème du Covid, c'est qu'il y a eu aussi des ruptures de stock de boîtes de pétri. Normalement, les boîtes de pétri, il y en a partout. Enfin, ça se vend par milliers. Mais là, voilà, on est arrivé à la mauvaise période. Il n'y avait plus de boîtes de pétri. Et donc, à refaire, on négocierait peut-être un petit peu avant et on préviendrait les fournisseurs pour avoir des prix avantageux et surtout pour prévoir qu'il y a 14 000 personnes qui vont acheter des ampoules. Deuxième problème, les fournisseurs qui nous ont fait des petites surprises. Nous, on avait établi un budget sans frais de port. Enfin, on n'avait pas été jusqu'au bout du processus. Et là, il y a certains fournisseurs qui abusaient un tout petit peu des frais de port. Pour 10 € de boîte de pétri, il fallait parier 24 € de frais de port. Donc voilà. Donc ça, il faudra que la prochaine fois, on évalue le budget en tenant compte des frais de port. On a appris en même temps que les volontaires, l'équipe. C'était notre premier projet de sciences participatives. Mais on a essayé de trouver des solutions. Alors, la première chose, c'était de mettre en relation les volontaires pour qu'ils puissent s'entraider et se prêter du matériel. Et ça, c'est grâce à un volontaire, en fait, qui nous a donné cet outil qui était validé par les RGPD, qui s'appelle GoGoCarto, qui permet aux gens de s'épingler sur une carte et de dire, moi, j'habite Toulouse, je fais derrière le blob, j'ai du matériel, je vais l'utiliser, par exemple, en mars, il sera disponible en avril. Et on a fait un post pour dire, vous pouvez troquer votre matériel, échangez-vous votre matériel, déjà, c'est plus écologique, et en plus, ça vous permet de pallier les ruptures de stock. Bon, une fois qu'on avait, donc vous aviez votre matériel, vous avez les blobs et tout, il fallait préparer bien sûr un protocole expérimental. Donc ça aussi, c'est assez compliqué parce qu'il faut quand même planifier toutes les étapes. Il faut que ce soit un protocole qui est faisable à la maison. Donc il faut que ce soit inédit parce que là, on est là pour produire de la connaissance. Et il faut que ce soit, nous, de notre côté, exploitable en tant que scientifiques, que les données qui soient produites soient exploitables. Donc je vous rappelle juste la question, parce qu'en recherche, on se pose d'abord une question, c'est est-ce que le réchauffement climatique a une influence sur le blob ? Donc on avait forcément une hypothèse qui était que les changements de température allaient affecter sa croissance et son comportement. Donc d'abord, avant de se lancer, on regarde quand même qu'est-ce qu'il y a dans la littérature. On ne sait jamais qu'un chercheur ait déjà eu cette idée.
Donc, on a regardé quels étaient les effets de la température connus sur le blob. La première publication nous a dit que, en fait, la température affectait le rythme des contractions des veines. C'est-à-dire que plus il fait chaud, plus le blob contracte rapidement, donc plus il va vite. Mais passer une certaine température, c'est la catastrophe. Donc on savait déjà qu'il ne fallait pas dépasser une certaine température dans notre protocole. 42 degrés, le blob meurt, donc il ne fallait pas quand même tester 42 degrés. Ensuite, on avait une autre publication qui disait le blob peut anticiper les changements de température. Alors ça, c'est assez incroyable. C'est Toshiaki Nakagaki qui a montré ça. Donc si vous mettez un blob à 20 degrés, il va avancer, il va progresser dans sa boîte, et là, paf, vous le mettez à 10 degrés. Là, il s'arrête, parce qu'il a froid. Hop, vous remettez à 20 degrés, il continue sa petite course. 10 degrés, hop, il s'arrête. Vous le remettez à 20 degrés, il continue sa course. Et là, vous le remettez à 20 degrés, et pourtant, il s'arrête, parce qu'il pensait que 10 degrés allait arriver. Donc, il anticipe, en fait. Et ça, il peut s'en souvenir pendant 3 ou 4 cycles. Donc, c'est assez incroyable. Donc, le blob est capable d'anticiper les changements de température, ce qui peut avoir une importance dans notre expérience. Donc, une fois qu'on avait fait un peu notre bibliographie, on appelle ça, on s'est dit, les gens, ils utilisent toujours qu'une température. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la dynamique. Parce que le réchauffement climatique, ce n'est pas juste une question d'augmentation moyenne, c'est comment la température change. Et donc, il y a 3 paramètres qui sont fondamentaux. C'est la durée de la vague de chaleur, parce que si ça dure 3 semaines, c'est quand même très long. L'intensité, si ça monte à 45 degrés, alors qu'on était à 20 degrés le matin, ou la fréquence, si ça change tous les jours. Ça va affecter beaucoup les organismes vivants. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait plusieurs profils de température pour tester tous les effets des paramètres. Le paramètre durée, le paramètre fréquence et le paramètre intensité. Et donc, on a fait 15 profils de température différents. Donc là, ce qui était important, ce qu'on a expliqué aux volontaires, il faut absolument que la seule chose qui change dans l'expérience, c'est la température. Donc le blob doit toujours manger la même quantité de nourriture, il faut éteindre la lumière, il faut tout que soit contrôlé, mis à part la température. Pour aider encore plus et pour vraiment avoir des bonnes données, ce qui est très bon de faire, c'est d'avoir un groupe qu'on appelle contrôle, qui ne subit pas les changements de température. Donc les volontaires avaient une boîte avec un blob qui était tranquille, il était à température ambiante, et l'autre blob qui subissait, le pauvre, les changements de température. Et c'est la comparaison des deux qui nous permet de voir l'effet de la température. Donc les volontaires avaient 2 expériences à faire. Une expérience qu'on appelait exploration, où en fait il fallait placer un blob au milieu d'une arène et le laisser explorer. Et la deuxième expérience, qui s'appelait expérience croissance, où le blob avait à manger cette fois, et on regardait en fait son taux de croissance. Et donc, ce que les volontaires relevaient, c'était la température, et ils prenaient des photos de leur blob. Alors, les volontaires, ils ont sacrément travaillé, moi je peux vous le dire, parce qu'ils ont fait 40 photos pour 5 jours pour le groupe expérimental, 40 photos pendant 5 jours pour le groupe contrôle, et 20 photos pendant 5 jours pour l'expérience croissance, pareil, groupe contrôle, groupe expérimental. Donc ça faisait un sacré nombre de photos à faire quand même. Alors, c'est important, les volontaires, ils n'avaient pas qu'un blob chez eux, parce que ce qui est important, c'est ce qu'on appelle la réplicabilité des résultats. Donc non seulement les volontaires, ils avaient beaucoup de travail, mais en plus, ils avaient beaucoup de blobs. Parce que si jamais vous avez un seul blob, vous avez ça. Le contrôle, regardez, c'est bien étendu, et le groupe expérimental, il a été un tout petit peu rabougri. On va se dire, oulala, lui, il a souffert de la température. Mais maintenant, si on refait l'expérience une deuxième fois et qu'on obtient ça, dis donc, c'est l'inverse. Alors, on ne sait pas trop conclure. Mais ce qu'il faut faire, c'est plein de fois l'expérience pour essayer de dégager une moyenne. Et en fait, en effet, en moyenne, on voit bien que le groupe expérimental, il pousse moins bien que le groupe contrôle. Donc, chaque personne avait 4 blobs dans le groupe contrôle et 4 blobs dans le groupe expérimental. Donc voilà, 4 individus par groupe, donc ça faisait quand même un sacré nombre de blobs à la maison. Ensuite, pour tester la généralité des résultats, on a voulu insérer 2 espèces. Alors, blob, c'est le petit nom de Physarum polycéphalum. Les gens avaient du mal à le retenir, donc je l'ai surnommé blob. Et la deuxième espèce, elle s'appelait Badamia utricularis, donc je vous laisse peut-être lui trouver un petit surnom, parce qu'elle n'en a pas actuellement. Et donc les expériences étaient réalisées chez ces 2 espèces, et pour avoir vu un petit peu les photos que les volontaires ont envoyées, déjà on voit un effet majeur de l'espèce. Badamia, clairement, n'a pas du tout aimé les changements de température, alors que Physarum, lui, certains Physarum en particulier, se sont bien régalés, même à 32 degrés. Ensuite, une fois qu'on avait nos petits protocoles, il fallait les donner aux volontaires. Alors ça, c'était très compliqué. Je vous explique pourquoi. Vous vous rappelez, on a 15 profils de température différents, on a 14 000 volontaires.
Et donc, on n'avait pas envie d'envoyer 14 000 emails individualisés pour dire ben, Monsieur X, vous avez le protocole 2 à faire. Donc, et en plus de ça, on s'est complexifié un peu la tâche. On voulait offrir absolument un petit peu de flexibilité pour incorporer tout public. Et donc, on avait des protocoles de 5 jours pour que les scolaires puissent le faire et des protocoles de 10 jours. Donc, on avait 30 minutes de manipulation le matin et 30 minutes le soir, mais on a donné le choix aux gens. Soit ils pouvaient faire 7 heures entre les deux pour les scolaires, pour aménager pour les scolaires, 10 heures pour les gens qui avaient des petites journées et 13 heures pour les gens qui avaient des très longues journées de travail. Le nombre de protocoles était au choix, le nombre de souches était au choix, et la durée de la période expérimentale s'étalait de avril à août. Donc ça faisait quand même un problème un petit peu complexe. Donc on s'est dit, mais comment on va faire ça? Comment allons-nous attribuer un nombre de protocoles et de souches à des gens sans leur écrire individuellement? Et donc on a fait un processus qui s'appelle la pseudonymisation. Donc on a créé un code à partir de leur code postal et de leur date de naissance pour qu'ils puissent la consulter en ligne. Donc en fait c'était un petit peu compliqué. D'ailleurs les gens ont réagi un petit peu comme ça quand on leur a envoyé. Ça a donné lieu à beaucoup d'emails en réponse. Pour nous c'était très clair, mais bon, pas clairement. Déjà quand moi je l'expliquais, des fois il y avait des gens qui avaient du mal à comprendre. Donc, donc voilà. Mais après on s'en est sorti. Mais le problème c'était les dates de naissance en particulier, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit « Ah ben moi je donne jamais ma vraie date de naissance ». Ça ne pourra pas marcher alors. Donc on a eu des petits échanges comme ça, mais tout le monde a trouvé finalement quel protocole il avait à faire. Tout s'est bien terminé. Alors pourquoi on attribue les mêmes protocoles à plusieurs personnes? Parce que ce qui est important, c'est non seulement de pouvoir répliquer vous-même la même expérience, mais ce qui est important, c'est la reproductibilité. Si moi je fais l'expérience et que mon voisin il fait la même et qu'il obtient des résultats complètement différents, il y a un petit problème de reproductibilité. Ça veut dire que l'expérience, soit on l'a fait n'importe comment, soit il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc on a donné chaque protocole à 200 volontaires différents pour pouvoir homogénéiser un petit peu les résultats et sortir des moyennes. Bon, une fois qu'on avait notre protocole, nos volontaires, il fallait leur expliquer le protocole. Donc vous imaginez qu'habituellement, quand moi j'ai des gens que je forme au laboratoire, ils sont avec moi à mes côtés. Là, il faut former des gens à distance qui n'ont jamais travaillé avec le blob. C'est quand même compliqué. Donc, ce qu'on a fait d'abord, c'est qu'on a fait un protocole bien long qui listait les étapes pas à pas, qui anticipait les questions. On a mis des photos, on a mis des schémas. Alors, on a envoyé ce protocole un mois à l'avance pour que les gens puissent se familiariser avec. On a mis à jour la FAQ régulièrement parce que les gens, il y avait certaines étapes qu'ils ne comprenaient pas. On ne peut pas anticiper toutes les questions, donc on enrichissait la FAQ. Et donc là, la petite leçon qu'on peut retenir, c'est que nous, on a multiplié les documents. Alors, il y avait croissance du blob, préparation du matériel. On aurait pu faire un livret qui mettait tout ensemble, mais bon, on apprend, hein, comme je vous dis, c'est toujours un apprentissage. Donc voilà, on a fait un protocole qui était très long. Hein, ça faisait un peu flipper parce que c'est 40 pages quand même. Mais bon, il fallait mettre toutes les étapes au possible. Et ensuite, on a testé le protocole, nous, avant de vous l'envoyer quand même, avec une personne naïve, pour vérifier déjà s'il était clair, le protocole, et si c'était faisable. Donc elle l'a fait, c'est Manon qui l'a fait, 3 fois en laboratoire, et elle l'a fait ensuite 3 fois à la maison, pour tester comment ça marchait aussi à la maison. Donc là, petite erreur de ma part, Manon n'était pas représentative de la population. Manon était particulièrement rapide. Et donc 30 minutes matin et 30 minutes soir, tout le monde m'a dit voilà, non, moi j'ai mis 1 heure le matin, 1 heure le soir. Donc la prochaine fois, quand on refera ce type de projet, on fera tester par plusieurs personnes différentes le protocole. Mais tout le monde est arrivé quand même à faire le protocole, je vous rassure. Ensuite, avec Camille, on a fait un protocole vidéo, parce qu'on s'est aperçu très vite que les gens aimaient bien voir aussi comment on faisait les gestes, etc. Donc on a fait un petit tutoriel en ligne qui montrait tous les gestes de l'expérience pendant donc, les 5 jours de l'expérience. C'était assez répétitif, donc tous les jours, ça revenait à faire la même chose. Mais voilà, on a présenté en fait tout le protocole, comment réveiller le blob, l'installer, etc. Ensuite, on a listé, pour que les gens n'oublient pas, les informations qu'ils devaient fournir en fin d'expérience. Donc, on leur a montré comment monter un cahier de laboratoire. Le cahier de laboratoire, c'est la base pour tout chercheur. On leur a donné des fiches pense-bêtes pour pas qu'ils oublient des étapes. Donc, c'était juste des choses à cocher. Et un formulaire numérique. Alors là, c'est ma faute. J'ai fait une erreur. Je travaille sur un Mac. Et en fait, les formulaires étaient des fois pas compatibles pour les PC. Je m'en excuse. On a corrigé ça après. Et bien sûr, on a donné des consignes de sécurité.
parce qu'on a eu des tout petits accidents. Je vous rassure, aucun incendie à déclarer dans ce projet. Mais voilà, on a donné des consignes de sécurité, de respecter des distances, parce qu'on travaille quand même avec des lampes à infrarouge, donc il faut quand même faire attention. Et donc voilà, donc on a fait les consignes de sécurité. Et ensuite, avant vraiment de lancer l'expérience et d'envoyer les blobs, on a fait un webinaire en ligne où on a invité les volontaires à venir nous rencontrer, toute l'équipe. Et ce webinaire était modéré par 8 personnes qui collectaient les questions, qui répondaient en ligne, etc. Et donc, on a dû inviter, c'est ça, 1000 volontaires en fait à ce webinaire. Et donc, ils ont pu poser toutes les questions. Et ce webinaire était bien sûr en ligne par la suite. Et bien sûr, on vous a donné une adresse email que vous avez beaucoup utilisée. Nous avons reçu 18 500 emails depuis le début du projet. Alors au départ, juste pour vous donner la petite anecdote, c'était moi qui gérais les emails. Le 15 avril, j'ai craqué parce que je ne faisais que ça et j'ai un autre métier aussi à côté. Et en fait, du matin jusqu'au soir, en fait, je répondais à des emails. C'était très chouette, hein, mais voilà, c'était trop. Il y a un moment donné, en fait, le nombre d'emails était trop pour le temps que j'avais dans la journée. Et donc là, heureusement, j'ai une super équipe, hein, rappelez-vous. Et du coup, on s'est relayé. Et donc, vous avez dû discuter avec Valéria, Alexandre, Camille, Mathilde, Simon et Louise selon le jour de la semaine. Donc c'était tous les jours une personne différente. Et donc là, ça m'a vraiment sauvé la vie. C'était vraiment excellent. Et je les remercie parce qu'ils ont vraiment pris sur leur temps de travail pour faire ça en plus. Ensuite, quand vous avez une communauté de 14 000 personnes, ce qui est très important aussi, c'est d'animer cette communauté, d'avoir un lien en fait régulier avec cette communauté. Et donc, ça a été géré principalement par Nathalie Lambert, qui gère en fait tous les réseaux sociaux du CNRS. Et donc, elle a mis en place un site internet, elle a mis en place une page Facebook, une chaîne YouTube, une liste de diffusion, un hashtag pour qu'on puisse communiquer. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait sur ces pages et sur ces sites web? Alors, la première chose qu'on a fait, c'est les posts scientifiques qu'on a appelés. Donc, on a fait un post sur le réchauffement climatique, un post qui vous expliquait qu'est-ce que le blob, ensuite, qu'est-ce que c'est la démarche expérimentale, comment faire de la bibliographie, le cahier de laboratoire. Alors, à l'époque, on faisait un post par semaine, et c'était le lundi. Très, très mauvaise idée, parce que ça veut dire que le dimanche, moi, je dis, ah oui, je dois faire le post pour demain. Voilà, donc c'était toujours un petit peu compliqué. Donc, la prochaine fois, on fera autrement aussi. Après, on avait des posts infos pratiques, donc Alexandre, Camille et Nathalie postaient, donc c'était pour vous prévenir que, par exemple, le protocole était en ligne, que vous pouviez faire de l'échange de matériel, etc. Ensuite, on a posté des infos diverses, donc par exemple, quand il y avait des retombées presse, s'il y avait un reportage, le Big Blob Record, par exemple, parce qu'il a eu lieu pendant le projet. Et aussi le site web créé par Jérôme Gorgues, qui est là dans la salle, je l'ai vu tout à l'heure, qui avait fait un site internet, un site Geniali, qui était encore en fait mieux que notre site. Et donc on l'a posté en ligne pour que les gens puissent se référer, parce qu'il était vraiment génial ce site internet, puisqu'il y avait en fait, chaque fois qu'il y avait un changement dans la FAQ, c'était mis en page, etc. Donc c'était super. Merci Jérôme. Ensuite, on a fait les portraits. Alors, les portraits d'équipe. Donc, Camille et Alexandre, nos 2 stagiaires en médiation qui étaient sur le projet. Et Émilie et Céline, nos 2 assistantes ingénieurs qui travaillaient à mes côtés pour faire les blobs. Les portraits des volontaires aussi, qu'il y a eu sur la page Facebook. Donc, ici, c'est l'EHPAD Le Petit Saint-Mars, parce qu'on avait une quarantaine d'EHPAD dans notre projet. L'accueil périscolaire aux grandes ventes près de Dieppe, qui ont participé au projet. Le groupe d'entraide mutuelle de Pontarlier, la classe de 5e SECPA et Sandrine. Donc, on a fait plusieurs portraits tout au long du projet pour présenter certains volontaires. Et après, on a fait des quiz, parce qu'il fallait vérifier que quand même les infos passaient bien. Donc, on a fait, Alexandre et Camille ont fait un quiz sur le blob, c'était pour tester les connaissances sur le blob. Un quiz pour tester les connaissances sur le protocole, et là, il fallait bûcher, parce qu'il y avait quand même 40 pages. Et là, un quiz sur la méthode scientifique, comment on fait de la science, comment on fait de la recherche. Et après, on avait des jeux concours, quand même, on avait des choses légères aussi. Donc, le jeu concours du plus original nombre de blobs. Donc, je vous mets quelques gagnants, parce qu'il y en avait plus que ça. Astur le blob en jaune, Fifi brin d'acier, Jelly Jumper, mon préféré, Vendée Blob, Arthur Rimblobs, Blobin des Bois, Morveus et Petit Lu. Et dernièrement, le dernier concours qu'on a fait, c'est Dodo Blob,
qui était à l'instigation de Valéria. Et donc, les gens devaient nous montrer comment ils avaient endormi leur blob après, finalement, la partie expérimentale. Et donc là, je vous montre 2 gagnants qui ont quand même beaucoup bossé sur leur chambre de blob. C'est assez extraordinaire. Et on a présenté aussi sur cette page un tuto, comment élever un blob, pour que les gens puissent continuer leurs expériences à la maison s'ils le souhaitaient, qui a été réalisé par Sabrina Neymar. Donc voilà, on a animé la communauté, les gens, vous étiez tous occupés à faire vos expériences, et puis à un moment donné, il faut faire des retours. Et l'étape recueil des données commence. Alors ça n'a pas été votre préféré, je sais. Alors c'est vrai parce que ça n'a pas été toujours pratique, mais bon, quand même, il faut remercier notre super équipe d'informatique qui faisait ça pour la première fois quand même, de mettre une plateforme en ligne comme ça. Donc c'était une plateforme qui permettait de déposer le formulaire et les photos que vous aviez pris. Et donc Frédéric, Clément, Philippe et Romain ont énormément travaillé au contact de Camille, qui était le relais, qui ont vraiment travaillé tous les jours et nuits en fait sur cette plateforme, vraiment parce qu'il y a eu des petits bugs au départ, donc ça a été un petit peu compliqué, il fallait être très réactif. Et donc j'imagine que certains d'entre vous, peut-être dans cette salle, mais aussi en ligne, ont rencontré la fameuse loutre, qui était le message d'erreur. Désolé, il n'y a pas de blob ici, il n'y a que des loutres. Donc on a mis en place une adresse de support et ça nous a énormément aidé. Ils ont reçu plus de 1000 tickets qu'ils ont dû gérer de problèmes que les gens avaient mis en ligne. Et on n'avait pas hésité à solliciter les volontaires en fait, pour tester notre plateforme au départ. Mais bon, on ne peut pas anticiper toujours tous les bugs. Mais la loutre vous remercie parce que vous avez réussi à mettre vos données et on en a énormément et on vous en remercie. Alors, on attendait 1 440 000 images, donc ça c'était dans le meilleur des mondes, si tout le monde fait son protocole, si on n'a aucun désistement pendant l'expérience, etc. On en a eu la moitié, ce qui est déjà vraiment pas mal pour un projet de sciences participatives. On a quand même reçu 748 429 photos de blob à analyser. Donc, alors, par contre, pourtant, on n'a que 3 400 volontaires qui ont déposé leurs données. Donc, il nous en manque un sacré paquet. Mais on est quand même content parce qu'on a 6 831 protocoles déposés. Donc, clairement, les volontaires qui ont déposé, ils ont beaucoup travaillé. Et d'ailleurs, je souhaitais rendre un petit hommage à ces gens-là. Béatrice, qui se reconnaîtra sûrement, Julie, Claude, Dominique, Luc, Jeanne, Barbara, Edwige et Jean, qui ont fait plus de 8 protocoles. Donc ça, c'était vraiment les acharnés de l'expérience. Ensuite, une fois qu'on a recueilli les données, et là, on vient de rentrer dans cette phase-là qui s'appelle l'analyse des données. Et donc là, les volontaires, c'est facultatif. Ils sont invités à le faire, mais ils ne sont pas obligés d'analyser les données. Donc, on a 186 volontaires actuellement qui analysent les données. Donc, on leur a mis, j'ai fait un tutoriel en fait d'analyse d'images. On doit utiliser un petit logiciel qui s'appelle ImageJ, qui permet en fait de faire le contour du blob. Et en fait, il faut le dessiner à la main. Ça prend énormément de temps et de la précision. Et donc là, je tiens aussi à remercier certains volontaires, parce qu'il y en a qui sont acharnés quand même. Thierry, qui a analysé 39 protocoles, mais qui me disait ce matin qu'en réalité, c'était 40. Sylvie, Michel, Serge et Sarah, qui ont quand même 10 protocoles. Vous imaginez, c'est plus de 150 photos par protocole. Donc, ça fait plus de 1000 photos analysées par ces personnes-là. Donc, je les remercie énormément, parce que sans ces analyses-là, nous, on ne peut pas vraiment avancer. Et bientôt, on mettra en ligne un tout nouveau tutoriel. Et ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est un des volontaires qui s'appelle Laurent et qui nous a proposé un outil beaucoup plus simple en fait, pour analyser les photos, parce que nous, on utilise un logiciel qui est polyvalent, qui est utilisé en biologie cellulaire, mais il nous propose une petite application de contour de blob qui est un petit peu plus facile d'accès. Et donc, on va la mettre en ligne très prochainement. C'est aussi ça, la science participative, c'est le partage. Alors, pourquoi on a besoin de ces analyses d'images et ces contours de blob? Parce qu'on a un super mathématicien dans notre équipe qui s'appelle Sébastien Moch, qui travaille à Arizona State University et qui est un Français qui a eu sa thèse à Toulouse de mathématiques et qui est un spécialiste du machine learning, de l'apprentissage automatique. Et donc lui, à l'aide des contours des blobs, de par exemple 10 000 blobs, l'idéal ce serait d'arriver entre 10 et 20 000 contours, il pourra nous sortir les contours des 700 000 blobs restants. Parce qu'en fait, il va faire un système, des algorithmes qui apprennent tout seuls. Et ce qui est génial dans le machine learning, c'est qu'on ne sait pas comment la machine apprend, mais elle apprend et ça marche.
Et pour que ça marche bien, il faut absolument des masques parce qu'en fait, elle apprend de ses erreurs. Elle prédit un contour, on lui dit c'était pas celui-là, c'était celui-là le vrai contour. Et là, au bout d'un moment, elle apprend. Et plus elle a de masques, forcément, plus elle devient performante. Donc, on va rentrer maintenant dans la phase de l'analyse statistique. Alors, l'analyse statistique, ça pourra débuter qu'une fois que l'analyse des photos sera terminée et donc que le processus de machine learning sera terminé. Donc, ça sera sûrement en début 2023, j'espère que tout le monde aura terminé en fait les analyses. Alors, les analyses statistiques, c'est quoi? C'est essayer de voir si le traitement qu'on a utilisé, donc le changement de température, a un effet. Donc, la plupart du temps, on regarde la taille de nos blobs, par exemple. Les contours vont nous permettre de donner l'air du blob et on va les mettre sur un axe. Ici, vous avez le nombre de blobs. Ici, c'est la taille des blobs. Et ça va vous donner ce qu'on appelle une distribution. Et cette distribution, elle est caractérisée par une moyenne. Et donc là, ça veut dire qu'à 28 degrés, la taille moyenne des blobs, ça représente à peu près ça. Mais la forme de la distribution est très importante en statistique. Parce que si j'ai très bien travaillé, ou si le blob se comporte très très bien en fonction de la température, ma distribution sera très resserrée. Et ça, c'est bien, parce que ça veut dire que les données sont peu variables. Si le blob fait n'importe quoi, ou si moi je fais n'importe quoi, on a des distributions de ce type-là, c'est-à-dire que quelle que soit la température, en fait, le blob il peut faire n'importe quelle taille à 28 degrés. Donc ça c'est possible, même si on a très bien travaillé, ça veut dire que le blob n'est pas du tout influencé par la température, et si, c'est aussi possible qu'on ait mal travaillé. Donc c'est un cas ou l'autre. Si on a des très larges distributions, le problème, c'est que pour voir la différence entre un groupe contrôle et un groupe expérimental, même si les deux moyennes sont différentes, le fait que les distributions, elles se superposent, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez que 30% de chance de vraiment dire oui, il y a une différence. Et donc là, vous ne pouvez rien dire. En réalité, vous ne pouvez pas dire que c'est significativement différent. Vous dites, c'est pas différent. Vous n'avez pas le droit de dire que c'est différent. C'est un statistique. Si par contre vos distributions sont très étroites parce que vous avez hyper bien travaillé ou parce que la température a un effet vraiment puissant sur le blob, sur la taille du blob, là avec exactement les mêmes moyennes, mais des distributions beaucoup plus resserrées, vous pourrez dire à 99% de chances que le groupe expérimental n'est pas le même que le groupe contrôle et vous pourrez du coup dire oui, la température a un effet sur la croissance des blobs. Suite à l'analyse statistique, il y a la publication. La publication tant attendue, tous les volontaires seront co-auteurs d'ailleurs de cette publication. Alors, la publication, c'est un processus qui est très long et qui est un petit peu ingrat, et ça se passe, c'est intéressant, donc je vais le détailler, je l'avais déjà détaillé la dernière fois, mais c'est bien de rappeler comment ça se passe. Alors, une publication scientifique, ça se représente comme ça. Vous avez un résumé, alors c'est écrit en anglais, ça c'est obligatoire, une introduction, là où vous présentez votre sujet, votre biblio, tout ça. Matériel et méthode, ce qui va être bien coton pour nous, parce que quand même, tout le monde a travaillé dans des conditions un peu différentes. Les résultats, vous décrivez avec des graphiques ce que vous avez obtenu, des figures, bien sûr, et une discussion où vous allez du coup, prédire qu'est-ce qui va se passer avec le réchauffement climatique, quelles seraient les expériences pour aller plus loin, etc. Et bien sûr, vous faites une liste de votre bibliographie, des articles qui vous ont permis d'écrire cet article. Alors, comment ça se marche? Une fois que vous l'avez écrit, vous avez écrit votre publication, ça prend un peu de temps quand même, vous l'envoyez à un éditeur d'une revue scientifique. L'éditeur, alors là, il a plusieurs choix. Il peut dire non, ça a l'air pas terrible, votre truc, je vous le rends. Donc là, la solution, c'est d'aller voir un autre éditeur dans une autre revue, un petit peu moins coté. S'il est content, il dit, bon, ok, ça m'a l'air très intéressant, je vais l'envoyer à 2 spécialistes du domaine qui vont pouvoir juger si cette publication est bien ou pas. Ces 2 chercheurs, ils vont faire un retour. Alors, il y a chercheur 1 qui dit « Ouais, c'est super, j'adore cette étude ». Puis, il y a chercheur 2 qui dit « Non, non, il y a plein de défauts, ça ne va pas du tout ». Alors là, l'éditeur, il doit prendre une décision. Alors, soit il dit « Bah non, moi je suis d'accord, mais l'autre, c'était pas terrible en fait, en relisant, je suis d'accord ». Donc, il vous le refuse, donc vous recommencez avec une autre revue, parce que vous n'avez pas le droit de renvoyer à cette revue. L'éditeur, des fois, il est conciliant, il dit « Bon, allez, je vous laisse une chance ». De convaincre le chercheur qui n'est pas content que c'est du bon travail. Essayez d'adresser ces critiques. Donc là, vous retravaillez, vous le renvoyez à l'éditeur, et là, qui le renvoie au chercheur, jusqu'à ce qu'il soit content, en réalité. Et là, au bout d'un moment, le chercheur 2 est convaincu par vos arguments, et l'éditeur vous dit, c'est bon,
ça sera publié. C'est un processus qui peut prendre de 6 mois à 2 ans. Voilà, c'est pour vous prévenir qu'il ne faut pas s'inquiéter. Si ça prend du temps, c'est le temps de la recherche. Les allers-retours comme ça avec l'éditeur, ça peut être assez long, surtout si la revue est très cotée. Donc voilà, j'en ai terminé de ma présentation et je voulais donc remercier l'équipe avec laquelle j'ai travaillé parce que c'était clairement pas faisable sans une équipe vraiment de gens très motivés et qui comptent vraiment pas les heures de travail. Et surtout, je voulais remercier tous les volontaires parce que vraiment vous avez été d'une patience incroyable, un investissement incroyable et vraiment c'était pas possible sans vous non plus. Donc moi en tout cas j'en retire à cette étape-là du projet mais vraiment que des choses positives sur ce projet et j'espère que ça va durer et j'espère que vraiment on va réussir à en faire une jolie publication scientifique. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Audrey pour ces éclaircissements et puis surtout pour l'état d'avancement parce que ça a bien avancé depuis la dernière fois. Il y a eu beaucoup de choses réussies, beaucoup de surprises, beaucoup de résultats, beaucoup de gens motivés. Donc effectivement, merci à tous parce qu'on vous a vu aussi tous tourner pendant les vacances de février, récupérer vos kits ici. Et il y avait vraiment beaucoup de motivation et d'envie de participer à ce projet. Donc c'était vraiment un joli challenge. Maintenant, place aux questions. Donc, est-ce que vous avez des questions? Alors, sur vos protocoles, peut-être, sur la démarche, sûrement, sur le blog, pourquoi pas, et en ligne également. Oui. J'ai remarqué qu'au tout départ, les blobs qui subissaient les hautes températures étaient petits, mais ensuite, quand les jours avançaient, ils étaient plus gros que le groupe contrôle. Est-ce que le blob s'habitue à la température comme il peut s'habituer au sel? Oui, tout à fait. Alors, quand j'ai fait la recherche biblio sur la température, je suis tombée sur un article qui parlait de l'apprentissage associatif sur la température, mais c'est un article qui était un peu biaisé. Ce n'était pas de l'apprentissage associatif qu'il observait, l'auteur, mais c'était de l'habituation, en effet. Alors lui, ce n'était pas au chaud, mais c'était une habituation au froid, où on voyait que finalement, le blob arrivait quand même à grandir de plus en plus vite au froid. Et donc, il est possible, en effet, que le blob puisse s'habituer à ces changements de température. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on avait des protocoles où c'était graduel, la montée, et des protocoles où c'était très rapide, pour voir si celui, justement, qui montait graduellement, il supportait beaucoup mieux le 32 degrés, par exemple, que celui qui était monté en un jour. Et c'est pour ça qu'on avait ces différents profils. Oui, alors, donc sûrement qu'il se sera habitué. On va voir, d'ailleurs, avec les résultats, ce sera intéressant. Juste une petite question. Est-ce que vous pouvez lever la main les gens qui ont participé à l'expérience dans la salle? Ah oui, on va avoir des questions pointues. Super. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, je voudrais savoir comment vous traitez les données des blobs qui sont morts au cours d'expérience, notamment au cours du réchauffement. Oui, alors ça, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, c'était un des petits problèmes, c'est que les gens, quand leur blob est mort, ils ont considéré que l'expérience n'avait pas marché. Alors que non, ça faisait partie des résultats. Donc j'ai essayé de dire plein de fois, non, il faut envoyer les données quand vos blobs sont morts, parce que nous, on va faire des courbes de survie. Et on va regarder en fait les courbes de survie en fonction des températures subies. Donc c'est fondamental en fait les données sur les morts des blobs. Et d'ailleurs, on fera sûrement un email avant la fin de projet pour vraiment dire aux gens, même si vos blobs sont morts, on veut le savoir. Parce que quand même, c'était toujours le groupe expérimental. Donc c'était bel et bien un effet de la température. Et c'est un effet en fait qui est assez sur Badamia, c'était impressionnant. Donc il faut absolument qu'on ait ces données. C'est une très bonne remarque. Merci. Voilà. Je voudrais savoir, le bloc dans l'espace, Ah, pardon. pour le bloc dans l'espace, l'expérimentation est-elle finie ou ça? Oui, oui, l'expérience est terminée en fait l'année dernière. Donc, on a présenté les résultats sur la. C'est vrai que les résultats n'ont pas été communiqués de manière large. Ils ont été communiqués que sur la page Facebook qui était reliée au projet Lève ton blob. Donc, ce qu'on a observé, c'est que nous, on a analysé les données des écoles qui nous ont renvoyées. Donc, ce qu'on a vu, c'est que le blob s'était réveillé plus tôt dans l'espace que dans les écoles, qu'il s'était déplacé beaucoup plus vite. Et ça, en fait, c'est une observation qui avait déjà été réalisée par des missions dans des navettes en fait, américaines. Ils n'avaient pas observé le comportement du blob, mais le rythme de contraction. Et il avait vu que le rythme de contraction était affecté en fait, par la microgravité. Donc, on a confirmé en fait, ce résultat. Et ensuite, on a observé que le blob avait fait des pseudopodes en 3D, un petit peu, comme s'il avait fait un petit coucou. Donc, oui, on a eu des beaux résultats sur l'expérience Élève ton blob. Est-ce que vous avez d'autres questions ou peut-être en ligne? Je ne sais pas si quelqu'un est connecté. Pas
de questions en ligne, ça c'est étonnant. Bonjour Audrey. Tu as reçu énormément de données suite à la participation d'autant de personnes. Est-ce qu'il y a un tri qui a été fait et est-ce que les protocoles ont été vérifiés? Est-ce qu'on est certain que tout le monde ait un protocole qui soit correct? Parce que j'imagine qu'il y a eu un petit peu de tout au niveau des résultats. Alors, pour l'instant, on ne fait pas de tri, on ne fait que de l'analyse de dessin de blob parce que même une expérience, vu que là, on veut juste entraîner le machine learning à reconnaître un blob, comment a été fait l'expérience, c'est pas très très grave et ça nous donne des données en plus. Ensuite, oui, il y aura un tri qui sera fait puisque chaque volontaire a rempli un formulaire où il nous a indiqué les erreurs qu'il avait fait de protocole. Et surtout, on a vraiment essayé d'être pédagogique sur le fait que faire des erreurs, c'est pas du tout grave, il faut juste le signaler. Donc c'est pas du tout grave, on a le droit d'avoir oublié de mettre d'allumer l'ampoule, c'est pas très très grave, ça fait un autre profil qui est différent ce jour-là. Donc on espère, oui, pouvoir trier en fait toutes les données. Donc ça, c'est un travail qui sera fait par mon équipe où on va regarder en fait les 6000 formulaires et on va trier en fait quand il y aura eu trop d'erreurs, vraiment que c'est pas rattrapable, des choses qui sont vraiment genre le blob est tombé par terre ou des choses comme ça, là, ce sera un peu plus compliqué. Mais des erreurs de température, en fait, quelqu'un qui a oublié d'allumer la lampe, ça, c'est pas grave, ça fait quand même des données sur un profil de température. Donc oui, il va y avoir un gros tri et ça, ce sera un énorme travail. Comment connaître justement ces erreurs-là? Comment, en tant que chercheur, on peut savoir que la personne s'est trompée ou alors que c'est un résultat d'expérience? Alors, les personnes sont censées nous dire toute écartade au protocole. Donc c'est basé sur la confiance clairement. Après, on a quand même des techniques en statistique où s'il y a ce qu'on appelle des outliers, donc par exemple, c'est pour ça qu'on a distribué les protocoles à plein de personnes. Si j'ai 100 personnes qui ont fait le protocole 1 et que 99, ils ont, je sais pas moi, un taux de croissance moyenne de 2 mm² par heure et j'en ai un, il a 17 mm², je dirais, il y a peut-être eu une petite erreur de protocole. Donc en fait, on a des statistiques qui nous permettent de supprimer comme ça les outliers. Merci. Du coup, j'en pose une. Est-ce qu'il y a déjà des tendances que tu as pu observer? Tu parles de Badamia qui a beaucoup souffert. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui se dégagent ou pas du tout encore? En fait, je ne peux faire des tendances que sur les retours qu'on nous a eus par mail parce que pour l'instant, on n'est vraiment pas du tout dans l'analyse de données puisqu'on ne peut pas extraire les données encore tant que le machine learning n'est pas terminé. Donc tout ce que je peux dire, c'est Badamia, clairement, a été beaucoup plus touché par la température parce qu'en fait, les gens nous écrivaient à chaque fois que Badamia mourait. Et, donc, et bizarrement, par exemple, on a eu très peu de mails sur la souche Daywalker. Daywalker, il semble qu'il s'est bien débrouillé dans toute l'expérience. On a eu 0 mail sur aussi Jean-Michel, JM, le blob. On a eu très peu de mails. Tous les mails étaient soit Malu, parce que Malu s'étouffait, parce que Malu a tendance à s'échapper. C'est un qui a une croissance très rapide et souvent, il colmatait tous les trous d'air en fait, de la boîte. Et donc, c'est assez facile à reconnaître quand un blob s'est étouffé. Et surtout, Badamia, en fait, qui poussait très mal et qui souffrait énormément des températures. Et celui du Lot particulièrement ou pas? Sur les Badamia? Non, on a eu moins, c'est vrai, de questions sur B3. C'est vrai. Mais B2 était clairement notre caillou dans la chaussure sur cette expérience. Il a eu du mal à pousser. Surtout une fois, par contre, qu'il poussait, après, c'était difficile de l'arrêter. Parce qu'effectivement, dans les Badamia, il y en avait un qui est quand même une souche du Lot, donc on n'est pas très loin de chez nous. Donc c'est vrai que des fois, c'est un peu plus... on se dit, tiens, est-ce qu'il va s'habituer plus par rapport à ce qui se passe réellement dans le climat chez nous, quoi? Non, c'était B2, le Lot, donc... je crois, de souvenir, il me semble. Il faudrait que je revérifie, mais il me semble. Il y a la petite fille qui veut parler. Ça marche? Oui. Allez-y, vous avez le micro. Oui, ok. J'ai une question par rapport à cette notion de différentes espèces de blobs. Si j'ai bien compris, dans un même écosystème, il peut y avoir différentes espèces de blobs. Oui, bien sûr. Oui. Et je me demandais si ces différentes espèces sont en concurrence les unes avec les autres. Elles sont en concurrence pour la nourriture, clairement, puisqu'elles mangent la même chose, donc elles vont forcément interagir. Mais il n'y a pas... alors surtout, quand même, les myxomycètes peuvent manger les spores des autres myxomycètes, donc il y a quand même de la prédation. Mais pas de la prédation entre plasmodes quand ils sont en grosses cellules. Comme ça, une grosse cellule ne peut pas manger une autre grosse cellule. Mais un plasmode peut manger les spores d'un autre myxomycète, ça sans problème. Donc oui, il y a de la compétition. Mais sur une forêt, il y a facilement 60 d'espèces de myxomycètes sur une forêt française. Et si l'expérience que vous avez menée établit qu'il y a certaines espèces qui souffrent davantage du réchauffement climatique que d'autres,
ça pourrait donner un avantage évolutif à celles qui résistent le mieux. Exactement. Et c'est toujours le problème du réchauffement climatique, ça crée des déséquilibres, il y a des espèces qui prennent le dessus, ça crée en fait des perturbations d'écosystèmes puisque ça se répertorie sur toute la chaîne alimentaire. Tout à fait. Et juste une dernière question par rapport aux minéraux qu'elles envoient dans le sol. Elles ont toutes la même utilité de ce point de vue-là, les espèces, ou certaines sont plus performantes que d'autres pour nourrir le sol? Il y en a certaines, même des souches de Physarum qui sont plus performantes. Par exemple, l'Australien sécrète beaucoup plus de calcium que par exemple la souche américaine. On a même des différences au sein même d'une espèce entre individus. Il y avait la demoiselle devant. Finalement, non. Pas une demoiselle. C'est pas une... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Est-ce que vous allez, lorsqu'elles seront nettoyées, est-ce que vous allez rendre public vos données statistiques? Ah oui, oui. On va publier déjà dans une revue en open access qu'on appelle. Donc, en fait, le CNRS a vraiment une politique de science ouverte. Donc, l'idée, c'est de mettre toutes les données en ligne. Bien sûr, pas les noms des gens, juste les données. Et bien sûr, toutes les analyses statistiques. Les analyses statistiques, de toute façon, on ne peut pas publier un article sans avoir donné, en fait, même ces codes maintenant. Parce qu'en fait, les statistiques, on les fait surtout avec des logiciels de programmation maintenant. Et donc, on publie aussi les codes qui vont avec. Donc, tout sera publié. Du coup, si vous voulez contribuer aussi aux analyses statistiques, aux analyses des images, n'hésitez pas à vous manifester. J'ai une autre question. Cette étude sur la recherche sur le blog, est-ce que vous envisagez dans l'état actuel de la recherche des applications? Est-ce qu'il peut y avoir des applications dans d'autres domaines ou au niveau de la nourriture ou je sais pas? Oui. Alors il y a des applications en effet. Alors les applications qui sont les plus développées, c'est en termes d'algorithmes d'optimisation. Vous avez vu, le blob, il fait un réseau. Et c'est un réseau qui est très malléable, très flexible et très résilient. Et donc, il y a énormément de personnes qui utilisent en fait le blob pour prédire des réseaux. Donc, des réseaux, par exemple, hydrauliques, des réseaux de routes. Et donc, récemment, il y a des Canadiens, par exemple, qui ont comparé en fait le réseau de métro au Canada, comme ça avait été fait au Japon à l'époque, avec une solution proposée par le blob. Et la solution proposée par le blob montrait qu'en fait, le réseau était beaucoup plus robuste, ce qu'il proposait, et en même temps moins coûteux. Et ici, à Toulouse, moi, je travaille avec une compagnie qui s'appelle Labsoft, qui fait du développement logiciel. Et en ce moment, on travaille sur les émissions de CO2. Et on parle toujours de l'avion, mais en réalité, le pire, en fait, ce n'est pas les avions, c'est Internet, les terminaux et les réseaux de télécommunications. Et donc, on essaye de trouver, en utilisant le blob, les chemins les moins énergivores dans les réseaux de télécommunications pour limiter la production de CO2 liée à Internet. Donc voilà, il y a des applications. Ensuite, il y a des applications en médecine, puisque le blob produit certaines protéines, hautes molécules chimiques qui peuvent avoir des effets sur des cellules cancéreuses, sur des champignons parasites, la pourriture grise, par exemple, de certaines plantes. Et donc là, il y a des applications de ce type-là aussi en médecine, oui. Mais quand on veut chasser le blob en France, les blobs, il y en a de plus en plus ou de moins en moins? Alors ça, c'est une excellente question, parce qu'on ne sait pas. Parce que les seuls qui pourraient nous dire ça, ce sont les amateurs de blobs, ceux qui vraiment les collectionnent. Ils pourraient nous dire, ah tiens, cette espèce, avant je la voyais beaucoup, maintenant je la vois moins. Moi, je ne suis pas du tout, je ne fais pas d'écologie, donc je fais très peu de terrain. Je vais quand même chasser le blob de temps en temps, mais je ne serais pas capable de dire, par exemple, à la forêt de Buzet, s'il y a plus de fuligo cette année que l'année d'avant. Mais en effet, c'est juste les spécialistes, les amateurs, en fait, les non-scientifiques qui se passionnent pour un sujet, qui vont récolter. Alors, je ne sais pas si tu sais comment on chasse les blobs. On ramène des bouts de bois à la maison, on les met dans ce qu'on appelle des chambres humides. C'est des grosses caisses en plastique qu'on humidifie, on les garde pendant un mois et demi, et on voit des espèces. Les gens classifient ces espèces, et c'est comme ça, des fois, qu'on découvre de nouvelles espèces aussi, qu'on ne connaissait pas avant. Donc, voilà. Donc, c'est une très bonne question, et je ne pourrais pas y répondre parce que je n'ai pas la réponse. Quand on trouve un blob dans la forêt, comment est-ce qu'on fait pour connaître sa souche? Alors, la souche, il n'y a que pour Physarum polycephalum qu'on parle de souche, mais pour l'espèce, on consulte le magnifique bouquin de Marianne Meyer, c'est un catalogue en fait où elle explique comment décrire les spores, parce que c'est qu'avec les spores et le sporocyste qui porte les spores qu'on peut reconnaître une espèce d'une autre. Donc, on regarde
par exemple la longueur du pied, la taille de la boule, est-ce qu'elles sont globuleuses, est-ce qu'elles sont bien rondes, etc. Et elle a publié ce qu'on appelle une clé de détermination qui permet, étape par étape, d'aller jusqu'à l'espèce. Donc c'est un livre qui est très rare à trouver. Moi, je l'avais acheté il y a des années déjà. Il est plus édité. C'est très dommage parce que c'est vraiment un catalogue qui répertoriait toutes les espèces qu'il y avait en France et qui nous permettait de les reconnaître. Mais c'est en regardant les fructifications de ton blob que tu sauras déterminer l'espèce. On te demandera les ressources, comme ça on les mettra en ligne avec la conférence. On ne sait jamais, vous pourrez peut-être le trouver en vide-grenier ou ailleurs, sait-on jamais. Oui, à d'occasion aussi. Bonjour. Pour ces chasseurs de blobs, il y a des endroits où ils centralisent les données qu'ils ont pour que ce soit exploitable, justement? Oui, il y a un site internet en fait qui est international. Pour le coup, il n'est pas français, mais qui répertorie les gens en réalité quand ils ont découvert un blob. Ils mettent une espèce de pins sur une carte. Donc, il faut juste l'avoir fait valider par un amateur spécialiste et reconnu qui va valider votre découverte. Et après, il placera une espèce de pins. Et c'est comme ça qu'on sait où est Physarum polycéphalum, par exemple. On sait qu'il est en Australie, on sait qu'il est aux États-Unis, au Japon, parce qu'à chaque fois que les gens l'ont découvert, ils mettent un petit pins. Ah tiens, là, j'ai trouvé Physarum. Et donc, ils font ça pour toutes les espèces de myxomycètes. Et il y a des gens qui traitent ce genre de données Alors oui, il y a beaucoup d'écologistes, en fait, ceux qui font vraiment de la biodiversité sur les myxomycètes, qui vont s'aider en effet de ces petits pins. Et c'est pour ça qu'il faut les valider par un spécialiste, pour être sûr qu'on n'est pas en train de dire « j'ai trouvé Physarum polycéphalum » alors que c'était Badamia, par exemple. Donc il faut vraiment valider. Donc quand on fait la photo des spores, des sporocystes, on envoie un spécialiste qui confirme la découverte, et après on peut mettre un pins sur la carte. Est-ce que y a plein, 720 je crois, sexes de blobs, mais est-ce qu'ils ont tous un nom? Ah non, justement. Alors t'imagines 720 types sexuels, c'est long, parce qu'on pourrait dire garçon, fille, blibli, blou-blou, blabla. Et ça fait 720, quoi. Faut trouver. 720 noms, c'est compliqué. Alors ils ont des noms en vrai. Ils s'appellent, c'est très barbare. Mat A 2, Mat B 8, C, voilà. Mat A, Mat B, Mat C. Merci. Donc on peut rester, on a 2 heures. Mais oui, ils ont des noms, mais des noms scientifiques. Ils n'ont pas des noms comme nous, juste filles, garçons. On a une question en ligne. Bonjour, nous avons rempli le formulaire jour par jour que vous nous avez envoyé, mais faut-il vous envoyer notre cahier de laboratoire sous forme de photo ou est-ce juste pour nous? Alors, le cahier de laboratoire, il faut surtout le conserver précieusement. Donc, comme j'expliquais à Jérôme, à un moment donné, je vais rentrer dans la tri des données. Et quand il n'y aura pas assez d'informations, je vais consulter les personnes. Et à ce moment-là, il faudra qu'ils m'envoient des photos de leur cahier de laboratoire parce qu'il y aura certainement des détails qu'ils n'avaient peut-être pas mis dans le formulaire, etc. Donc, le cahier de laboratoire, je l'ai dit, vous ne l'envoyez pas pour l'instant. Mais on va sûrement être amené à vous contacter pour avoir des détails sur l'expérience quand il y aura des choses, par exemple, inexplicables. Oui. Moi, j'avais la même question en fait que la jeune fille sur les noms des garçons. Jeune garçon, pardon. Des 120 différents sexes. Mais je voudrais rebondir là-dessus parce que je me suis demandé, alors tous les blobs qui ont été partagés, distribués, avaient le même sexe, ou est-ce que les différents sexes ont été un paramètre qui a été pris en compte dans l'expérience sur... Alors, c'est pas vraiment des sexes, donc on ne parle pas de sexe, on parle de type sexuel, parce qu'en fait, chaque blob est porteur de 2 types sexuels, un de son parent 1, un de son parent 2, donc il a 2 types sexuels. Et donc, les seuls qu'on connaît, les types sexuels, c'est Lu et Malu. Dans l'expérience, les autres, ils n'ont pas été génotypés parce qu'en fait, à chaque fois, c'est pas comme si on pouvait le reconnaître de visu, en fait, le type sexuel. Et c'est quelque chose qui, dans la littérature, on a montré qu'il y avait très très peu d'influence en fait sur le comportement. Sur d'autres choses, c'est pas la même chose, mais sur le comportement. Oui. Oui. Voilà. Pour revenir sur les applications, j'avais entendu la dernière conférence où on parlait de dépollution et du fait qu'il peut capter les métaux lourds. Et en fait, je l'ai dit à quelqu'un qui m'a dit « mais d'accord, mais après il en fait quoi ?» Et du coup, je me pose la question. Alors là, on parle d'une espèce qui s'appelle Fuligoseptica, qui en effet est capable de stocker du manganèse, du zinc, etc., qui le stocke dans des vacuoles. Et donc l'idée, pour certains chercheurs, parce que nous, on ne travaillait pas sur ce sujet-là, c'est d'après prélever les blobs en fait, pour extraire les métaux lourds pour pouvoir les réutiliser.
Donc c'est pouvoir les prélever de l'environnement en réalité, parce que c'est assez difficile de faire ça soi-même. Si le blob le fait, tant mieux. Nous, on a un projet d'écotoxicologie actuellement au laboratoire, qui est financé d'ailleurs par la région et l'université Paul Sabatier, où nous, on regarde l'effet des nanotubes de carbone qui sont utilisés dans toutes les technologies, téléphones mobiles, raquettes de tennis, etc. Il y en a partout, dans les pneus. Et nous, comme ils se retrouvent dans la nature, nous, on regarde en fait les effets que ça pourrait avoir, et on utilise le blob comme un modèle. Et ce qu'on a vu, c'est que lui, il accumule les nanotubes, puis il les rejette le lendemain, quoi. Donc lui, il les rejette. Il ne les stocke pas comme Fuligo, son cousin, avec les métaux lourds. Mais il les biodégrade peut-être, et donc on a une piste en ce moment. Bonjour. Je suis ici. Pardon. Ma question, c'est plus sur le financement. Vous avez parlé de sciences participatives. Est-ce que vous pensez que le financement qui vous a été accordé pour ce projet-là est plus lié à cet aspect-là ou on va dire au sujet lui-même? Il faudrait demander aux organismes qui ont financé le projet. Je pense que en fait, ça a été un projet qui a été financé, vous l'avez vu, par les services de communication en fait, du CNRS. Donc, ce n'est pas par la partie scientifique du CNRS, mais par la partie communication, parce que c'était un projet qui soutenait beaucoup, qui leur plaisait énormément. Et c'est vrai que c'était un projet qui est inédit, parce que ça n'avait jamais été fait de demander, pas de faire de la science participative, mais de faire des expériences de paillasse, qu'on appelle, où vraiment les gens allaient expérimenter chez eux, comme des scientifiques. Et donc, je pense que l'originalité de ce projet les a convaincus en fait, de se lancer. Vous avez vu, ça a financé l'envoi des kits et un petit peu de personnel. Ce n'est pas non plus des très, très gros financements. Maintenant, il y a des appels d'offres. L'Agence nationale de la recherche, parce que, comme je vous le disais, les sciences participatives, ça commence maintenant à vraiment émerger en France. C'est le cas déjà dans certains pays, mais en France, ça commence vraiment à monter. Et maintenant, il y a des agences qui financent de ce type de projet et qui peuvent permettre, par exemple, d'acheter un peu de matériel pour les volontaires. Nous, dans le cas de notre projet, on ne répondait pas à un type d'appel d'offres comme ça, donc on n'a pas pu le faire. Mais maintenant, l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, finance les projets de sciences participatives. Donc je pense que ce projet, il aura au moins eu en fait, cet effet positif d'aussi motiver certaines personnes à se lancer. Moi, j'ai été invitée récemment à pas mal de tables rondes pour parler de comment on fait un projet de sciences participatives. Il y a d'autres scientifiques qui veulent maintenant se lancer dans ce type de programme. Donc je pense que le blob a en effet un peu poussé un peu ça. Alors, on a une question en ligne. Oui. Quand l'application remplaçant Imagy sera-t-elle disponible? Sur quelle plateforme? Et une autre question de la même personne, est-ce qu'il y a déjà un autre projet de sciences participatives dans les tuyaux? Il y en a qui veulent continuer. Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'autres projets. Ce sera des petits projets locaux. Je travaille avec certaines écoles là, pour l'année qui vient, mais ça ne sera pas du tout de la même ampleur. Je travaille avec les aires éducatives, en fait. Donc, l'outil sera en ligne très bientôt. Je ne sais pas si Camille est dans la... Non, Camille, elle est au Café du Quai. Vous pourrez lui demander à Camille un petit message. Mais c'est vraiment dans les tuyaux, parce qu'on a déjà contacté, Laurent nous a contacté plein de fois. On est en train d'écrire son petit portrait et on le postera sur le site web, bien sûr, et sur la page Facebook. Et c'est un petit programme qu'il a déposé sur GitHub. Donc, c'est juste, en fait, un petit lien Internet. Donc, il faut juste cliquer et c'est une application. C'est vraiment très, très simple. Les gens, on l'a fait tester aussi par plusieurs personnes qui nous ont dit qu'ils trouvaient que c'était plus simple que Imagy. Est-ce que le blob, vous avez parlé vous avez laissé le blog choisir le groupe. Oui. Il a fait ça au hasard ou il avait une préférence pour le goût? Je ne sais pas ce que vous lui avez donné. Ou il avait une préférence pour la gauche, la droite, le devant? C'est une excellente question. Alors j'ai fait attention. Donc ce que j'ai fait, c'est que sous les pastilles, j'ai mis une petite goutte de sucre, pas très sucré, parce que le blob, il n'aime pas quand c'est trop sucré, mais quand c'est un peu sucré. Et c'est la même concentration pour les trois. La même quantité. Le blob, il ne voit pas les couleurs. Il perçoit les lumières, mais il ne voit pas les couleurs. Et donc, il ne pouvait pas choisir rouge par rapport à jaune et bleu. Et alors, pour l'orientation dans la boîte, j'ai fait vraiment attention, j'ai fermé la boîte, il n'y avait pas de courant d'air, parce que le courant d'air, en effet, il pourrait fuir un courant d'air et aller un peu plus vers la gauche. Donc là, on a fait très attention. Donc, c'est du hasard pur. Je te rassure. Il n'y a pas eu de tricherie du blob. Oh mince. Tu veux dire que tu faisais partie d'un groupe qui n'a pas été choisi? Ah. Ah, du projet, d'accord. Ah mince.
C'était pour savoir si on avait retrouvé des sclérotes ou des traces de blobs de plusieurs millions d'années. Alors le plus vieux fossile, c'est 100 millions d'années. Et c'est pas Physarum polycéphalum, mais c'est un de ses cousins qui a été piégé dans l'ambre, le pauvre, quand il était en train de sporuler. Et c'est le plus vieux fossile de blob. Mais l'âge des myxomycètes, c'est entre 700 millions d'années et 1 milliard d'années. Mais Physarum polycéphalum, l'espèce Physarum polycéphalum, c'est 300 millions d'années, l'espèce. Mais les myxomycètes, c'est bien plus âgé. En fait, ils continuent à... Vous savez, c'est l'arbre évolutif, il continue tout le temps à progresser comme ça. Donc on aura peut-être d'autres espèces de myxomycètes. Ben, enfin, si on règle ce problème de réchauffement climatique. Bonjour. Alors, une question peut-être plutôt futuriste, science-fiction. Vous avez expliqué tout à l'heure que quand le blob s'endormait, il rajeunissait. Enfin, c'est quand même incroyable. Donc, je sais bien. Est-ce que vous pensez que... J'ai déposé une ANR sur le sujet. Est-ce que dans l'avenir, on peut en fait partir du blob pour faire des recherches dans ce sens-là ou C'est bien la question qu'on se pose. En réalité, nous, on travaille sur le vieillissement avec deux collègues là sur Toulouse. Et on suit des blobs qu'on a réveillés. Alors, il y en a un, Lu, que tout le monde connaît. Il était derrière le blob, Lu 352. Il a 2 ans et demi, là. Il ne veut pas mourir. Il ne montre aucun signe de faiblesse. Oh, il ralentit un petit peu. Bon, sa vitesse a été un peu changée, mais il a l'air de se porter bien. Malu, lui, au bout d'1 an, ils sont tous morts dans la même semaine. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde le comportement et aussi on suit quelque chose qui est un signe du vieillissement qui s'appelle le stress oxydatif. Et donc, ce qu'on voit, c'est que le blob, au fur et à mesure qu'il vieillit, il accumule du stress oxydatif, donc ce qui est classique sur toutes les cellules du corps humain. Et quand on l'endort et qu'il se réveille, le stress oxydatif il a diminué. Et donc nous, là, on dépose un projet, on espère qu'il sera peut-être financé, on ne sait pas, pour essayer de comprendre en fait les mécanismes qui font qu'il arrive à se débarrasser du stress oxydatif pendant la phase de dormance. Donc c'est un projet qui me tient énormément à cœur parce que pour l'instant, on ne sait rien de ce mécanisme-là. Et c'est quand même une cellule qui est très proche des cellules animales, le blob. Donc en effet, ce qu'on pourrait découvrir pourrait avoir des applications. C'est peut-être pas totalement de la science-fiction. Exactement. Il y a une question au fond. Pour aller dans le même sens, comment vous faites pour vous mélanger en termes de pluridisciplinarité, de tomber sur des types qui bossent avec du vieillissement, enfin des gens qui ne travaillent pas du tout sur les mêmes choses que vous, et soit de trouver des idées, ou comment vous faites pour trouver des idées de mélange en fait? Alors en réalité, c'est quand j'ai donné un séminaire à mon laboratoire. Alors je travaille dans le laboratoire qui s'appelle donc le Centre de recherche sur la cognition animale, où il y a des gens qui font de la neuroscience et du comportement. Mais on est dans un institut qui s'appelle le Centre de biologie intégrative, où il y a des gens qui font de la biologie moléculaire, de la biologie du développement, de la microbiologie. Et un jour, j'ai donné un séminaire, il y a quelqu'un qui est venu me voir, il m'a dit « Ah là là, ça m'intéresse drôlement. Est-ce qu'on pourrait faire un peu de biologie moléculaire sur le blob ?» Et il y a une autre personne qui est dans mon labo, mais qui travaille sur les mitochondries, qui donc sont les petits organites qu'il y a dans la cellule, qui gèrent ce stress oxydatif, qui est venu me voir et me dit « Ah, moi j'aimerais bien regarder les mitochondries de ton blob. » Et donc c'est comme ça, on a commencé à travailler. Au début, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des expériences un peu sur le côté, qu'on appelle pour voir une preuve de concept, qu'on appelle. Et une fois qu'on a vraiment trouvé un résultat qui est fort, par exemple la partie vieillissement du comportement, je l'ai publié récemment, le papier est accepté il n'y a pas très longtemps, on va déposer en fait un financement auprès d'une agence nationale pour avoir beaucoup plus d'argent et pour pouvoir payer en fait des doctorants et des post-doctorants qui vont travailler sur le projet et qu'on va choisir en fonction de leur spécialité. Donc là, on va prendre des gens qui font de la biologie moléculaire ou des gens qui font de l'analyse d'image, par exemple, pour regarder le stress oxydatif. Et c'est comme ça c'est au cours des conférences. Ou sinon, quand on est dans une équipe interdisciplinaire, moi je faisais partie d'une équipe où il y avait beaucoup de modélisation mathématique, et c'est comme ça que j'ai rencontré par exemple Sébastien Moch, qui faisait du machine learning. Donc c'est beaucoup dans les conférences en fait qu'on va rencontrer des gens. On est souvent invité dans d'autres laboratoires pour faire des conférences, et souvent ça fait « Oh tiens, ça m'intéresse, j'aimerais bien faire ça ». Je vous propose de prendre une dernière question. Et il voulait finir sa question. Ah, pardon, excusez-moi, allez-y. Donc en fait, il y a peu de chances que vous vous retrouviez avec des gens qui n'ont rien à voir avec vous, qui sont, j'en sais rien, des gens qui font de l'astrophysique, des trucs... Alors astrophysique, il y a eu quelque chose sur le blob avec l'astrophysique. Mais par exemple, j'ai commencé un projet avec des gens de Grenoble
qui font ce qu'on appelle de la biologie structurale, qui caractérise carrément l'enroulement des protéines, etc. Et ils sont intéressés par le ribosome du blob. Donc là, en ce moment, ils sont en train de recomposer avec un cryomicroscope le ribosome du blob. Donc des fois, quand même, on s'éloigne pas mal. Les nanotubes de carbone, par exemple, c'est avec un chimiste qui s'appelle Emmanuel Flao, qui est au CIRIMAT, qui est un laboratoire qui n'a rien à voir avec nous, c'est de la chimie pure, qui lui, c'est en lisant mon ouvrage sur le blob, qui s'est dit « Ah tiens, ça pourrait être intéressant comme modèle pour étudier l'effet des nanotubes. » Donc c'est souvent comme ça. Ben, c'est sûr que plus on va communiquer, plus les gens auront tendance à venir vers nous pour monter des collaborations. Parce que voilà, si on reste... Donc je pense que le fait de communiquer beaucoup, même de faire de la médiation en fait, scientifique, aide même les autres scientifiques à nous retrouver. Alors une dernière question sur le net et une dernière question en vrai. Alors, est-ce qu'on espère encore des retours de retardataires ? Ah ben, j'espère. Ben, nous, on prendra les retardataires quand même. Hein. Je ne refuserai jamais aucune donnée. Vas-y. Est-ce qu'il y a des espèces de blobs qui ont des particularités qui peuvent servir pour, je sais pas moi, pour faire des voitures volantes, je dis ça au hasard, hein, juste pour faire avancer le progrès, entre guillemets. Oui, alors les voitures volantes, je sais pas. Non, mais Non, je sais, je déconne. Non, c'est une excellente question. Tu sais qu'en fait, on a fait des robots blobs. C'est la Batblob, comme la Batmobile de Batman, mais la Batblob. Il y a un chercheur en Angleterre qui a monté un blob sur un robot et c'est le blob qui contrôle le robot. En fait, parce que le blob, il a ce qu'on appelle un potentiel de membrane, comme nos neurones. Et donc, en fait, il crée des petits champs électriques. Et ça peut être communiqué à un circuit imprimé qui contrôle une voiture. Et donc, comme il perçoit la lumière, il peut en fait guider la voiture pour qu'elle s'éloigne de la lumière. Donc, ils ont fait une voiture qui était téléguidée par un blob. Donc, c'est pas loin de la voiture volante. Et une fois, encore mieux, je le décris dans mon dernier bouquin, il a fait un concert avec un pianiste. Je t'explique. Le pianiste touche les notes du piano. Ces notes sont transmises à un ordinateur qui transmet un signal électrique au blob. Le blob, il réagit, il contracte comme ça, il produit un champ électrique qui est traduit en musique, qui est connecté pareillement à des touches d'un autre piano. Et ça fait une musique. Du coup, le pianiste répond, le blob répond, et ils ont fait un concert en Angleterre. Et dans le livre, je vous donne le lien pour écouter la musique qui a été considérée par les critiques comme sombre, effrayante et lynchienne, pour ceux qui connaissent les films de David Lynch. Donc, on n'est pas loin. Mais c'est pas tout à fait ça ma question. Ma question, c'est est-ce qu'il y a des espèces de blobs qui diffèrent à d'autres espèces de blobs, qui ont des particularités ? Alors, je ne connais pas toutes les 1000 espèces de blobs, mais en effet, par exemple, comme on disait tout à l'heure, Fuligo, celui qui ressemble à la grosse éponge jaune qui peut stocker les métaux lourds, qui peut nous permettre de dépolluer certains sols, ça, c'est son super pouvoir à lui. Et j'imagine qu'il y a d'autres blobs qui ont d'autres super pouvoirs, mais on ne les connaît pas. Il faut que des jeunes comme toi deviennent chercheurs sur les blobs et que tu étudies une autre espèce pour voir. On est obligé de devenir chercheur pour faire ça ? Non, on n'est pas obligé de devenir chercheur. On peut être spécialiste des blobs en amateur aussi. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces questions. On pourra continuer la discussion après, pas de panique. Merci beaucoup Audrey pour toutes ces explications. Et puis la suite au prochain épisode. Oui, épisode 3. Merci beaucoup.